à tous et à toutes dans cette conversation 100% féminine, organisée par Jordan et Courir à l'occasion de la campagne Fearless. Je suis aujourd'hui avec Irène Olzac, qui est fondatrice du magazine Paulette. Salut Irène. Et avec Sakina Msa, qui est créatrice de mode et fondatrice de sa marque éponyme. Merci à toutes les deux d'être là. Merci de nous recevoir. Pour commencer, je voudrais vous parler des limites qu'on se pose parfois. J'imagine que vous en avez rencontré dans vos parcours respectifs. On se dit, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Comment toi, par exemple, Irène, tu luttes contre ça? Alors écoute, moi, c'est vrai que ma personnalité est quelqu'un de très optimiste et très positive. Et c'est vrai que quand je me suis dit, je vais lancer un magazine, j'ai 23 ans, je veux concurrencer des grands groupes de presse et je suis personne. Je viens de nulle part, j'ai pas de réseau. Si je m'étais mis, si j'avais sombré, entre guillemets, dans les limites qui m'étaient socialement déjà imposées, je pense que j'aurais rien fait. Donc, déjà, je pense qu'il faut trouver un truc qui t'anime au départ, au point que tu sais que tu vas pouvoir sauter ces barrières, parce que des barrières, on en a tous les jours sur notre chemin. Et avoir ce feu intérieur, c'est déjà le premier truc. Et puis ensuite, tout au long du parcours, je pense qu'il faut se fixer des objectifs qui... Alors je te dis ça, c'est un peu contradictoire, mais qui sont atteignables pour te donner de la confiance. Et au fur et à mesure que... Parce que, en gros, pour moi, tu passes pas du point A au point Z en un jour. Il y a des étapes. Et du coup, voilà, il y a des étapes. Et c'est vraiment les succès que tu fais, tu vois, quand tu passes de A à B, de B à C, de C à D et tout, qui te donnent cette confiance de dire que tu peux y arriver et que tu peux... Et que, en fait, finalement, tu vas arriver à Z. Et finalement, là, 10 ans plus tard, moi, mon magazine, il est en kiosque. Il est à côté du Glamour, il est à côté du Cosmo, il est à côté de tous les autres magazines. Alors que c'était un pari qui semblait impossible. Mais en fait, il faut la patience et l'endurance et les petits succès que tu te félicites d'avoir réussi à faire pour te donner la confiance en toi et le courage de continuer sur ton objectif, quoi. Et toi, Sakina, comment tu dépasses ces limites que tu dois rencontrer parfois? Moi, la première fois que j'ai eu envie de faire quelque chose par moi-même, c'était de décider de faire un métier qui était la mode. Moi, mon père, à 14 ans, m'a dit « De toute façon, je t'es promise en mariage, tu ne vas pas pouvoir sortir de ce truc-là. » J'ai tout de suite compris que il fallait que je me serve de cette histoire de mariage qui pouvait être négatif. Mais en fait, moi, j'ai une phrase qui m'aide beaucoup et je pense que cette expérience m'a beaucoup transformée, c'est de transformer le poison en élixir. C'est-à-dire que dans chaque chose qui paraît négative, en fait, il faut être vraiment une super boxeuse et se dire, mais ça, je vais le transformer. J'aurais jamais pensé qu'à un moment donné, j'allais me retrouver Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire à Marseille, rue de Bagne, dans ce quartier-là. J'arrive à Paris. J'aurais jamais pensé, en m'installant dans le 9-3, en montant mon atelier, en faisant défiler des personnes qui n'étaient pas des mannequins, j'étais pas avec les codes de la mode, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais dans le calendrier in des créateurs, au Carrousel du Louvre, que je défile Sale Soufflot, qu'à côté il y avait Saint-Laurent ou telle autre marque, d'où je venais et avec tout ce qu'on a rencontré. Mais en fait, j'ai juste compris une chose, c'est que la vie, elle est vraiment extraordinaire, elle est formidable, et que toutes les étapes qui peuvent paraître moins cool, en fait, c'est une expérience exceptionnelle. C'est-à-dire que là, la vie nous tend quelque chose de formidable, mais où, si on comprend vraiment ça, on chasse nos peurs. J'ai une image que je trouve magnifique. Vous savez, quand la larve se transforme en libellule, en fait, il y a une expérience qui a été menée et où tu as des larves qui sont dans un aquarium et on leur met des gros poissons, genre pas cool, etc., dans l'eau. Et il y a quand même une barrière, des grilles. Mais en fait, les libellules, elles ont quand même peur. Et en fait, même si elles sont protégées, face à la peur, et en fait, elles ne se transforment pas, les larves ne se transforment pas en libellules. Et bien moi, je me dis, je veux être un papillon, je veux être une libellule, et je ne vais pas me laisser faire. Et en fait, c'est vraiment d'apprendre à ne plus avoir peur de cette putain de peur. Et qu'à un moment donné, moi, je me dis, cette peur-là, en fait, c'est une expérience extraordinaire qui va me permettre d'être hyper forte plus tard. Transformer le poison en élixir. La résilience, finalement. C'est la résilience. Super. J'imagine que vous avez toutes les deux des exutoires, des façons de vous dépenser, d'évacuer la pression que vous pouvez rencontrer au quotidien. Toi, Irène, c'est quoi tes exutoires, tes loisirs, tes activités qui te permettent de décompresser et de pouvoir justement te sentir le mieux possible?
Bah écoute, je pense déjà comme tout le monde, je pense voir sa famille ou ses amis, il n'y a rien de mieux pour changer un peu son état d'esprit. Et le défaut, ça serait de s'isoler dans ce genre de moments, même si c'est hyper important d'avoir des moments où tu es seul et tout. Mais je pense que quand tu as dans des doutes comme ça, s'entourer, c'est toujours bien. Et puis s'entourer de gens qui t'inspirent et positifs, parce qu'on se rend compte de la puissance de l'entourage quand tu choisis des gens qui ont un impact en termes de vibe et d'énergie, qui te portent vers le haut ou qui te tirent vers le bas. Donc bien s'entourer. Et des fois, au sein même du cocon familial ou personnel, il y a des gens qui te sont toxiques. Donc vraiment faire le point sur les gens qui vont t'apporter quelque chose qui va te sortir justement et qui va être un vrai exutoire. Et puis ensuite, le deuxième truc, pour le coup, qui est plutôt une pratique solitaire, pour moi, ça sera plus, par exemple, méditer. C'est un truc con, mais c'est vrai que ça fait quelques années où j'essaye de prendre du temps pour justement ralentir mon flot de pensée au travers de la méditation, que je fais chez moi ou dans le métro via un son dans mon téléphone. Et en gros, ça me permet en fait de me détacher un petit peu de toutes mes angoisses, de tout ce flux de pensées en fait, qui peut justement mettre un stress et faire ton cœur palpite et que du coup t'es un peu dans la peur, tu vois, et de dire en fait non, ça c'est mon mental, c'est pas ma réalité. Ma réalité, j'en fais ce que je veux. Je vais pas me laisser justement influencer par ma peur, qui en fait vient contrôler beaucoup de mauvais choix en fin de compte, puisque pour moi j'oppose souvent la peur et l'intuition comme deux choses qui s'affrontent. La peur, c'est le mental, c'est tout ce qui fait que tu fais pas des choses qu'au fond de toi, dans tes tripes, dans ton intuition, tu aurais été faire, et c'est celle que beaucoup de gens suivent parce que en 2 secondes tu as fait un scénario dans ta tête et tu as analysé toutes les raisons pour lesquelles ça doit pas se faire, ou cette personne, ça doit pas être la bonne, enfin tu vois, genre, le mental, quoi. C'est un peu celui qui veut contrôler ton instinct de survie et qui dit non, sors pas de ta zone de confort, ça va mal se passer. Et en fait, à côté, t'as une autre voix qui est l'intuition. L'intuition, c'est un truc qui vient des tripes, que tu contrôles pas, qui est pas trop réfléchi, qui est juste spontané, naturel, animal, et qui généralement t'amène tout le temps vers les bons choix. Mais c'est un truc de fou, toujours vers les bons choix. Et en fait, la méditation, moi, ça m'amène aussi à faire un petit peu, tu vois, une balance entre le flux du mental, de la peur, qui vient contrôler, te freiner dans ton ardeur ou dans tes choix par peur d'être jugé, par peur d'être mal compris, par peur de blesser, enfin, toutes les peurs qu'on peut tous vivre. Et puis l'intuition qui est persuadée que ce truc-là, tu vois, tu dois le faire, que c'est ton chemin, que cette personne, tu dois la contacter, etc. Donc, la méditation, ça m'aide pour ça aussi, à affronter mes peurs en prenant du recul par rapport à elles et de ne pas être victime de cette émotion qui est si forte et qui peut empêcher tellement de gens de faire leur chemin de vie, quoi. Reprendre le dessus, ouais. Je comprends. Et toi, Sakina, c'est quoi tes exutoires, tes sanctuaires qui te permettent de gérer la pression au mieux? Alors moi, je suis une hyperactive et en fait, j'adore faire la cuisine, réunir tout le monde. J'allais dire la cuisine aussi, ça j'adore. J'ai passion. Tout ce qui est manuel, cuisine, peinture, poterie, genre tout. Mais réunir toute la bande autour d'un plat. Puis moi, je suis d'origine africaine, donc vous imaginez ce que c'est, la smala, etc. Donc il y a cette histoire de cuisine pour tuer un peu mon hyperactivité. Et qui rassemble aussi. Mais qui rassemble énormément. Donc c'est du coup l'amitié autour de tout ça. Bien sûr. Et en fait, moi, je suis bouddhiste depuis 25 ans. Et quand j'ai découvert vraiment le bouddhisme, ça a vraiment changé ma vie parce que ça m'a un peu calmée un petit peu. Ça m'a permis aussi de prendre du recul. Par exemple, voilà, moi je commence, j'essaye le matin à 6h du matin, j'essaie d'avoir 2 heures de méditation avant de partir, j'essaye. Parce que c'est pas. Waouh, c'est un luxe, 2 heures. C'est pas évident, je trouve, quand on gère une boîte. C'est pas un luxe si tu te lèves tôt, en fait, c'est un choix plus qu'un luxe, parce qu'en fait, tu peux lever plus tôt pour le faire. C'est vrai. Mais moi, c'est ce que j'essaye de faire. Tu te lèves vraiment tôt pour pouvoir faire ça. Ah ouais, mais grave, parce qu'en fait, tu as ce qu'on appelle l'état de vie. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup en ça, quoi. Moi, les jours où j'ai pas fait ma méditation, j'arrive, je sais pas, j'ai une réunion, je rencontre quelqu'un, j'ai le moral dans les chaussettes. Et quand j'ai fait ma méditation, j'ai un état de vie qui est hyper élevé. Tu peux m'annoncer la bad news du siècle. Et je suis là, je te regarde avec le smile et je te console d'ailleurs. Enfin, voilà. Et ça, voilà, moi, c'est ce que m'a apporté le bouddhisme depuis des années. Et il y a un truc vraiment, moi, il y a 8 ans, je suis partie en prison pour faire des ateliers avec des filles, des femmes magnifiques, des célibatants, des femmes qui ont vécu des choses atroces, qui ont fait des trucs aussi atroces, etc. Et en fait, en allant là-bas, ça m'a
aussi, cette espèce de recul qu'on peut avoir avec la méditation, ça m'a permis aussi de ne pas être dans le jugement, parce que qui on est pour être dans le jugement. Enfin, moi, en fait, à chaque fois que j'y vais, je me dis, voilà, si j'étais médecin et que je voyais cette meuf par terre, peu importe ce qu'elle a fait, qu'elle est tuée, père, mère, c'est pas mon problème. Moi, je suis là vraiment pour apporter du smile, pour apporter, je suis une artiste, je crée quelque chose avec elle. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la création de valeur. Et du coup, en fait, elle t'éveille à ton humanité, en fait. En fait, c'est très drôle parce que tu y vas là-bas pour apporter de la force à des personnes qui sont dans l'ombre, comme on dit, pour ne pas utiliser une autre image. Et en fait, c'est elle qui t'éclaire, c'est elle qui t'apporte de la lumière. Parce qu'en fait, quand tu donnes aux autres, en fait, c'est elle qui t'éclaire. Moi, je repars, mais toujours hyper boostée. Et je pense que cette méditation m'aide aussi à regarder cette force dans ce qui peut paraître pas bien ou qui ne peut pas t'apporter de l'énergie. Et en fait, tout est bon, en fait. Enfin, moi, j'ai ce sentiment que la vie, c'est un espèce de jeu merveilleux où il faut juste que toi, tu retournes la pièce du bon côté, quoi. Et à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, tu dois le faire. C'est hyper inspirant ce que tu dis. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné au début de vos parcours respectifs qui vous aide à innover sans cesse, à toujours repousser les frontières de votre créativité ? Je ne me rappelle pas d'un conseil qu'on m'aurait donné, mais si je devais donner un conseil, moi, je reviens un peu sur la notion d'intuition, c'est de s'écouter, parce que je trouve que toute la société ne pousse pas à nous écouter. Au contraire, encore plus en tant que femme, encore plus quand tu fais partie d'une minorité quelle qu'elle soit. Et du coup, on doit plutôt essayer de rentrer dans les cases. On t'apprend à te définir, on te demande de te définir déjà extrêmement vite, quel que soit ton genre, ton identité, tu dois être dans une case. Alors qu'en fait, on a le droit d'être tout ce qu'on veut. En fait, on est multiple, tu vois, on est pluriel, hommes comme femmes d'ailleurs. Et du coup, pour moi, s'écouter, c'est l'expression de la force la plus absolue, parce que finalement, tu n'as besoin d'aucun cadre et tu n'attends la validation et l'approbation de personne. Tu fais juste confiance en ton instinct. C'est ce qu'il y a de plus animal, ce qu'il y a de plus primaire. Et pour moi, du coup, c'est vrai que tout le long, j'ai eu la chance, je pense parce que ma maman m'a éduquée en me disant d'être une femme indépendante et de m'écouter. Elle ne m'a pas bridée. Et elle avait son parcours aussi où elle a dû se faire toute seule. En plus, elle n'était pas française, donc ma mère est turque et est venue en France sans parler un mot de français. Et du coup, elle a dû se construire au sein de cette société qui n'est pas du tout la même, évidemment. Puis ils se sont séparés très rapidement avec mes parents, donc elle s'est vraiment retrouvée seule avec 2 enfants à devoir se construire au sein de cette société. Et en fait, ça a été un modèle de force, voilà, fearless, de femme fearless, assez exceptionnel. Et je pense qu'elle a voulu retranscrire en me laissant m'écouter sur tous mes choix des gamines. Ça, et donc du coup, moi, c'est ce que je retransmettrais à n'importe qui autour de moi, parce qu'il y aura toujours des gens pour venir te dire que tu devrais faire les choses comme ci, ou que tu devrais faire comme ça, et que, attention, ça c'est un peu risqué, tu prends des risques, ça tu risques d'être jugé, t'es pas assis comme ci, t'es comme ça. Tout le monde a un avis sur tout, et c'est super, hein, tant mieux, les gens, c'est bien s'ils s'expriment. À toi de retenir les choses que tu trouves pertinentes, parce qu'il faut pas non plus être buté en mode fermé, j'écoute la vie de personne, il y a que moi qui ai raison et tout. Il faut toujours avoir les chakras, les oreilles ouvertes. Ça peut être hyper enrichissant, et puis plein de gens ont des trucs à t'apprendre, donc c'est quand même cool, tu vois. Faut pas être obtus. Mais par contre, si ton intuition te dit un truc, pour moi, tu l'écoutes, c'est tout. Il n'y a pas d'autre truc. C'est le conseil pour moi le plus important. Toi, Sakina? Moi, à un moment donné, j'ai décidé d'être une Wonder Womaniste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est beau, ça veut quoi. Dire non, mais, ça allô, quoi. Genre humaniste. Wonder Womaniste. Ok. Et ça, vraiment, j'ai eu un moment où j'ai vraiment décidé, je suis une Wonder Womaniste. C'est bon. C'est sorti d'où ce mot? C'est genre. En fait, ouais, c'était. Moi, j'adorais Wonder Woman quand j'étais gamine. Okay. Et en même temps, je me sens humaniste, quoi. Et je trouve qu'on peut vraiment aujourd'hui aussi revendiquer son humanité, son humanisme. On devrait plus revendiquer ça. En plus, voilà. Donc moi, j'ai décidé d'être une Wonder Womaniste. Et en fait, parce que il y a eu un moment où moi, je voulais tout péter. C'est-à-dire, moi, j'étais punk quand j'avais 14 ans. Rébellion à fond, etc. Et puis, en fait, voilà, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Je dis, mais non, je suis une Wonder Womaniste. Puis un jour, j'ai réussi à vraiment
trouver cette espèce de juste milieu, parce qu'il y avait cette phrase qui est ma phrase, qui est mon mantra, qui est la phrase que disait Camus, chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est encore plus grande. Elle consiste à faire en sorte que le monde ne se défasse. C'est une phrase de Camus, mais qui a bouleversé ma vie, parce qu'à un moment donné, du coup, tout est possible. C'est-à-dire qu'on arrête de se dire, on va tout péter, on va tout faire comme ci, on va tout faire comme ça. En fait, step by step, on peut vraiment, ne serait-ce que d'essayer de faire en sorte que le monde ne se défasse, quoi. C'est déjà ça, quoi. Et du coup, c'est le conseil, entre guillemets, que j'ai pu recevoir, qui m'a vraiment porté. Il y en a eu plein, hein, parce que vraiment, quand on démarre, heureusement qu'on a plein de bonnes fées, d'anges gardiens, qui sont là, qui ont eu une expérience, et puis et on se nourrit de ça. Et puis on se nourrit aussi de bouquins, parce qu'un jour, on tombe sur un Camus qui, pendant son discours, prix Nobel de Nobélisé, il sort cette phrase, et là, tout d'un coup, tu te dis, waouh, mais en fait, c'est ça, quoi. Et c'est une phrase que j'aime à répéter aussi, à partager, parce que ça donne de l'espoir. Et je trouve que l'espoir, c'est ce qu'il y a c'est fondamental, quoi, dans l'existence et dans le quotidien. Bien sûr, on en manque parfois, mais c'est bien de remettre ça à l'honneur. Par quels moyens, toutes les deux, vous arrivez à trouver une place pour votre épanouissement personnel, pour votre développement, pour gagner en confiance en vous? Par quoi ça passe, Irène? Alors, je pense que déjà, quand tu entreprends dans ce qui te plaît et que tu fais ce que tu as envie de faire, tu prends confiance en toi naturellement. Moi, je dirais que j'ai toujours eu confiance en moi parce que j'ai toujours écouté mon intuition, on en revient. Et du coup, ça me nourrit de confiance parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Et les échecs... que j'appellerais plutôt les leçons que tu as sur ton chemin, elles sont là pour t'apprendre des trucs. Donc, il faut avoir l'humilité de te dire que, en fait, de toute façon, tu n'as jamais fini d'apprendre. Et donc, se prendre ça aussi comme des apprentissages. Et du coup, finalement, en fait, la confiance, elle pourrait, si je prends ta question à l'inverse, ce serait, qu'est-ce qui déconstruit ta confiance en toi, en fait, finalement? Parce que si tu t'écoutes, a priori, tu es dans la confiance. Donc, ce qui déconstruit ta confiance en toi, c'est les échecs. Si tu considères qu'un échec n'est plus un échec, mais plus un détour, ou un apprentissage, tout d'un coup, il n'y a plus de perte de confiance en soi. Et le deuxième truc qui fait perdre ta confiance en toi, c'est quand ce qui est un échec aussi, mais c'est quand tu as vraiment visualisé que tu voulais faire un truc et que tu n'y arrives pas à le faire et qu'il y a trop de choses qui se mettent sur ton chemin. Et là, moi, je fais appel à la foi. Alors, je ne suis pas religieuse, j'ai pas de choix religieux parce que j'ai été éduquée entre les musulmans et les chrétiens. Et c'est vrai que pendant très longtemps, à mon époque, donc moi j'ai 34 ans, c'est vrai que la religion, c'était pas vraiment à la mode, la spiritualité non plus. On rentrait dans un monde de surconsumérisme. Tu sais, c'était l'arrivée des grosses enseignes de fast fashion, des grosses enseignes de fast food et de l'Internet. Donc en fait, on était tous là dans le moi et pas dans le nous ou dans le moi suprême. Enfin, c'était une génération de jeunes qui n'était pas du tout tournée vers la spiritualité, ou si elle l'était, c'était par un héritage familial qui lui était transmis. Aujourd'hui, à 34 ans, c'est vrai que je me suis beaucoup plus tournée sur ce domaine de la spiritualité, aussi parce que j'ai foi en la vie, pour rebondir un peu avec ce que tu disais, et qu'en fait, je comprends que chaque chose qui m'arrive, chaque porte qui s'ouvre pas, c'est pour me réorienter vers autre chose, qu'en plus, je l'ai expérimenté, donc en fait, de par l'expérience, de voir qu'en fait, toutes les portes que je voulais absolument ouvrir, et je suis assez hyperactive aussi, et très déterminée sur ce que je veux, donc en fait, généralement, je me donne toutes les chances pour avoir aucun regret de me dire que j'ai tout essayé avant d'abandonner un truc. Et en fait, quand elle s'ouvre vraiment pas, où là, vraiment, tu peux prendre l'échec en pleine face et te dire, mais putain, c'est moi, c'est moi, pourtant, je comprends pas et tout. Et que tu réalises qu'en fait, ça t'amène vers un truc chambé. Bon, tu réalises quand ça arrive, hein. Pendant ce moment-là, tu as des moments de dingue. Et que tu vois qu'en fait, il s'est passé un truc qui était 10 fois mieux que ce que tu avais prévu, que tu pouvais même pas l'anticiper et l'imaginer. Là, du coup, tu prends confiance en toi. Et tu te dis qu'en fait, il faut avoir confiance en toi, parce que tu te donnes les moyens de ton ambition, tu te donnes les moyens de ce que tu as envie de faire et que tu n'as aucun regret, mais aussi avoir confiance en la vie parce qu'elle fait plutôt bien les choses généralement. Et que si tu en as confiance, la foi en la vie et en fait que ton chemin il doit être comme il doit être, moi c'est ce qui m'anime aussi sur ça. Okay. C'est canon, moi ça me touche tellement. Toi, par quoi ça passe? Comment tu gagnes en confiance en toi? Comment tu t'aménages des zones? Moi déjà, ce secteur de la foi me fait vraiment écho à ma vie et c'est vrai que la foi c'est vraiment intense, quoi. Moi j'ai ce sentiment, c'est un muscle d'ailleurs qu'il faut muscler et cultiver chaque jour. Et moi je dirais qu'il y a quelque chose qui a été génial, j'ai beaucoup parlé de mon père, mais
Mon père a tout basé notre éducation sur le respect. Enfin, quand on vient dans un milieu plutôt ouvrier, le respect, c'est notre patrimoine. Mon père m'a toujours dit, on n'a pas grand-chose, je ne vous laisserai pas de patrimoine, on n'a pas d'héritage, on n'a pas d'argent, mais c'est le respect. Et je trouve le respect et la dignité. Et en fait, je me suis... je l'ai un peu titillé un peu parce que tout le respect c'était toujours autour de lui, des mecs, de la maison, un peu unilatéral parfois. Et moi le respect, voilà quoi, moi aussi quoi. Et en fait, je me suis, ce qui m'aide réellement, c'est d'avoir juste compris une chose qui est liée vraiment à ce facteur de foi, c'est le respect de la dignité de sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut respecter la dignité de sa vie. Enfin, je trouve que chaque vie... Respecter soi-même, quoi. Respecter soi-même. Chaque vie est digne. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'aime bien, quand je fais la cuisine, avoir une jolie table, avoir des belles fleurs. Même, tu vois, en fait, c'est même pas, comment dirais-je, c'est même pas une histoire de valeur marchande. Moi, je peux me faire avec une bouteille en plastique, la couper, hop, mettre de l'eau et avoir une jolie rose et c'est merveilleux, etc. Mais d'être dans cette espèce de discipline, du respect de la dignité de sa vie, c'est-à-dire de se dire que il faut créer de belles choses pour soi. Et on a tendance à s'oublier en plus. Voilà, on a tendance à s'oublier. Fait passer tout le monde avant et puis généralement, c'est là où effectivement carrément. Et moi, un de mes mantras, c'est vraiment d'être dans ce truc du respect de sa vie. Et toi, tu as dit quelque chose tout à l'heure, mais que je trouve tellement intense. Tu sais, tu as parlé de quand tu désires quelque chose et que bien finalement, c'est peut-être pas ça, mais finalement, tu as quelque chose d'encore plus grand. Et en fait, tu as un phénomène qui est ce que moi, j'ai beaucoup appris avec le bouddhisme, c'est la stratégie du sutra du lotus. Et en fait, la stratégie du sutra du lotus, c'est vraiment d'avoir les désirs les plus forts, même les plus fous, tu vois. Par exemple, moi, quand je vais en prison et que je rencontre ces filles et que je dis « c'est quoi ton rêve ?» et qu'elles me disent « c'est de défiler », mais ça part impossible, ils ne voudront jamais. Mais c'est important d'avoir des désirs forts. Et de le formuler. Et de le formuler, des désirs grands. Parce qu'en fait, les désirs mènent à l'illumination. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et en fait, il ne faut pas avoir de stratégie. C'est-à-dire, la seule stratégie qu'on doit avoir, si je peux me permettre d'apporter un petit conseil, c'est d'être dans l'action, c'est de faire. Les choses n'arrivent pas. Moi, en tout cas, j'ai appris très jeune que ça, c'est pas gagné, ça ne va pas me tomber dessus, donc il faut aller le chercher. Tu dois aller chercher. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est comme des signaux que tu envoies à la vie, à la loi de la vie, tu vois, et où tu fais. Tu es une ouvrière, une petite fourmi. Tu as décidé un truc, tu as dit voilà, je veux faire ça, je veux aller rencontrer, je sais pas moi, telle personne, mais qui m'a tellement inspirée, qui m'a donné tellement d'énergie dans ma vie, je veux la rencontrer, et bien tu te le mets, tu l'écris, tu y vas, et tu travailles à ça, mais tu restes pas en te disant il va taper ou machin, etc. Et à un moment donné, la vie, avec ton énergie, avec cette espèce de croyance, parce que tu parlais de croyance et de foi, pour moi c'est hyper lié. Bien sûr, ne pas, le seul instant, laisser qui que ce soit te dire que c'est pas possible, et bien cette croyance-là, et bien à un moment donné, tu arrives, et puis finalement, c'est encore beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que ce que toi, avec ton petit cerveau, ton petit scénario personnel, tu aurais réussi à le faire. C'est ce qu'on appelle la stratégie du sutra du lotus. Et moi, je trouve ça merveilleux. Merci. On a toutes, vous comme moi, j'imagine, des journées hyper chargées, on est hyper sollicités, on est connectés non-stop. Comment vous arrivez toutes les deux à trouver des techniques pour lâcher prise, pour booster votre énergie dans des journées qui sont, j'imagine, hyper chargées? C'est chargé mentalement aussi, surtout. Bien sûr. C'est la charge la plus importante, je trouve, c'est la charge mentale de tout ce que tu portes, surtout quand tu es à la tête de ton business, que tu as une équipe aussi. Il y a une grosse charge mentale qui se construit et j'ai l'impression qu'elle ne part jamais vraiment. Après, moi, je suis un peu comme toi, je suis très hyperactif, donc je me nourris de la densité et j'ai l'impression que de rajouter toujours sur l'assiette des nouveaux projets, des nouveaux trucs. Ouais. Et c'est vrai que des fois, tu sens que ça atteint un peu ses limites quand c'est ton corps qui te lâche, tu sais, quand tu viens de te faire 2 entorses en 2 semaines. C'est chelou, tu vois. Genre, quand il y a des petits rappels à l'ordre sur le fait qu'il faut effectivement respecter sa propre dignité, comme tu disais tout à l'heure. Je sais plus la formulation exacte. Respecter la dignité de sa vie. Ouais. C'est que je pense qu'il faut prendre soin de son appareil, tu vois, son véhicule de vie, ton corps, et pour pouvoir durer dans la
la durée, quoi. Enfin, durer dans la durée, c'est horrible, mais tenir dans la durée. On a compris le sens, bien sûr. Tenir dans la durée. Donc, du coup, de s'accorder des moments de déconnexion, évidemment, ça paraît logique. On revient sur le fait d'avoir des pratiques hors travail, comme je sais pas, cuisiner, s'entourer des bonnes personnes, méditer. Enfin, tous ces éléments-là, finalement, participent un petit peu à tout ça. Donc, je me rappelle plus exactement la question, je suis désolée, mais... Est-ce que tu as des techniques spécifiques? Est-ce que tu arrives à t'accorder même des moments où et ben là, tu stops et où tu te... une semaine de vacances la semaine prochaine. Wow. Bravo. C'est ma première semaine de l'année, hein, donc elle mérite d'être célébrée. Et je me suis louée une petite maison au bord d'un lac, à la campagne, avec une cheminée. Et là, tu respectes la dignité de ta vie. Voilà, la première fois de l'année, putain, c'est pas trop tard. Mais il est jamais trop tard. Bien sûr. Non, il faut, et puis ça commence, c'est tout un process en fait. Il a fallu qu'il m'arrive des trucs pour que je me rende compte qu'il fallait que je fasse ça. Parce que tu crois que tu es un bulldozer, surtout quand tu es hyperactif, tu te sens invincible. Enfin, moi perso, tu peux me dire je te rajoute ça, sur ça. Comme je suis optimiste et hyperactive, je te dis toujours que je vais y arriver en fait. Et je me donne tous les moyens pour réussir. Donc du coup, c'est certain qu'au bout d'un moment, si tu connectes plus avec ton état corporel et mental perso, et que tu, je sais pas pourquoi, te mets des œillères parce que tu es tellement déterminé à faire ce que tu t'es donné comme challenge, des fois tu peux t'oublier. Et ça, c'est pas que en étant entrepreneur, c'est dans la vie de tous les jours, tout le monde en fait. Donc effectivement, avoir ce petit temps pour toi, tu vois, par exemple, se faire masser, si tu as les moyens de pouvoir te payer un petit massage, des fois c'est que 30 balles, 30 € que tu aurais mis dans une robe Zara ou je ne sais quoi, genre mets-les dans un massage, genre tu vas te rendre compte comment tu vas te sentir changer, et c'est 1 heure de ton temps qui est précieux et qui peut faire toute la différence dans ton état du week-end par exemple, tu vois, ou de début de semaine, même se faire masser un lundi, c'est fantastique. Tu gagnes en énergie et c'est bénéfique pour la suite. Voilà, donc se faire du bien, et je parle en étant moi-même devant me faire du bien, donc je suis dans la, tu vois. Tu l'appliques toi-même. J'essaye de l'appliquer. Et toi, Sakina, ça passe par quoi ces moments de... Moi, en général, je reformule. En fait, reformuler, pour moi, c'est comme remettre en route le disque dur. Ouais. Et reformuler, c'est vraiment un exercice de grand sportif. Et là, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai ce sentiment qu'on est sur... La vie, c'est une très belle scène, en fait. On est sur une scène de théâtre où on joue la pièce de théâtre de sa vie, quoi. Ouais. Il n'y a rien de plus intense. C'est hyper fort et on apprend des tas de choses. Et moi, la reformulation, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je sens que, je sais pas, je peux être en rendez-vous et où tout d'un coup, le mec ou la nana dit des choses qui ne me plaisent absolument pas, mais je reformule. Tu remets les choses je reformule dans ma tête. Une technique, ça j'adore. Super idée, tu reformules. C'est-à-dire, tu remets le disque dur en route, en fait. Tu fais reset, en fait. Ouais. Reset. Et en fait, c'est comme si toi-même, tu deviens un espèce de petit soldat, mais de l'optimisme, mais où toi, tu perds pas la garde. Tu perds pas le cap. C'est-à-dire que la personne, elle est là. Elle est libre aussi. Moi, je trouve que c'est très important, la liberté. La personne, elle est face à toi. Elle a une liberté immense. Elle a le droit de ne pas aimer ton projet. Bien sûr. Mais toi, tu n'as qu'un seul droit, c'est de ne pas être anéanti. La manière dont tu réagis par rapport à ce que tu réceptionnes. Absolument. C'est le seul truc que tu peux contrôler. Exactement. Les gens peuvent te dire un million de choses. Ton seul droit, c'est de ne pas être anéanti. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Et du coup, tu reformules. Et vraiment, moi, je vous invite à essayer, hein, les girls. Bien sûr, je vous invite à super essayer. Et vous allez voir, suggestion. C'est difficile au début, mais c'est un super sport, en fait. Et vous allez gagner, en fait. Vous allez voir, vous allez devenir des championnes de la... à adopter, ouais. Voilà. Et en fait, finalement, vous gagnez vraiment en confiance, en force. Et quand vous ressortez de tous les rendez-vous, de tous les moments un peu compliqués, à force de reformulation, vous transformez. Et quand tu dis que tu reformules, est-ce que tu reformules juste dans ta tête ou est-ce que tu reformules verbalement? Est-ce que tu as besoin de le dire? Non, après ça dépend des contextes. Hein. non, mais c'est le rendez-vous, tu es obligé de le faire. Le rendez-vous avec, je sais pas, tu rencontres, je sais pas, le super CEO de telle boîte qui va devenir ton super partenaire, ben, tu reformules dans ta tête. Parce que du coup, en fait, il faut vraiment chasser les idées négatives. C'est pas possible. C'est vraiment, ça peut être, pas cool, vraiment. Et du coup, de les reformuler, ça devient un peu un espèce de bouclier. Et puis évidemment, finalement, tu nourris ton corps en fait avec ça. Et quand tu reconstruis après au bureau, après le rendez-vous ou après plein d'autres choses, tu reconstruis autrement. Et puis, tu as une énergie. En fait, c'est comme si tu avais une énergie absolument positive et pas négative. En fait. Et c'est ça qui est génial. En fait, l'énergie négative, elle peut durer 10 secondes, mais c'est toi qui vas gagner. C'est un espèce de bras de fer comme ça. C'est intense, mais c'est très sportif et mental en fait. Et justement, tu parlais d'énergie positive, ça embraye sur ma question d'après. Comment vous arrivez à gérer vos émotions? Comment, quand il y a un trop-plein de stress,
vous arrivez à faire une pause et à relativiser. Comment tu appliques ça au quotidien? Moi, je sais donc je disais tout à l'heure, je suis très positive, comme toi aussi, mais c'est vrai que j'ai appris avec les années. Je trouve que si on peut dire qu'il y a des travers, mais c'est pas un travers, c'est plus la société dans laquelle on est qui crée ce truc, c'est qu'il y a la pression d'être positif qui est arrivée avec les réseaux sociaux et l'univers anglo-saxon très... On montre que ce qu'il y a de bien dans sa vie. Oui, ouais. Et puis en plus, je trouve, tu vois, notre société, elle s'est un peu américanisée, il y a plein de choses qui ont changé, parce que nous, le français, on est plutôt cynique, on est plutôt négatif Oui. de formation. Et c'est vrai que ce positivisme est arrivé avec les réseaux sociaux, qui est pour moi hyper important. Moi, je me rappelle à l'époque... je briefais mes équipes sur le fait qu'il fallait vraiment qu'on soit positif dans tout ce qu'on écrit et que s'il y a des trucs qu'on n'aimait pas, juste on n'en parlait pas en fait. Comme ça, au moins, on ne mettait pas plus de négativité dans ce monde. Je trouve qu'il y a un complexe qui a commencé à s'installer un petit peu chez les gens qui, eux, n'arrivaient pas parce qu'ils n'étaient pas de nature positive et qui ne baignaient pas là-dedans, du coup, d'avoir peur d'être trop négatifs et du coup, de renfrogner leurs émotions. Et du coup, de garder pour eux, de ne pas le communiquer parce qu'il y avait cette vibe de tu dois pas montrer tes faiblesses, tu vois, parce qu'en plus les réseaux sociaux c'est ça, voilà. Et l'injonction au bonheur, clairement c'est un sujet où à être tout le temps positif, et pourtant c'est genre Madame Positive qui te dit ça. Donc moi pour répondre à ta question, c'est de dire qu'en fait moi j'accueille l'émotion. Et j'embrasse la loose. C'est-à-dire que si j'ai un moment de loose, de dépression, d'état dépressif qui arrive, plutôt que de le renfogner et de dire non mais en fait je suis happy, non mais en fait tout va aller bien, non mais en fait juste je vis le moment. Peut-être je vais le vivre si c'est un moment pas trop grave, peut-être ça va durer que quelques heures, sinon 1 heure, une journée, tu vois, 1 semaine. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il ne dure pas trop longtemps. Parce que après, c'est un truc qui te tire vers le bas et dont c'est hyper dur de se dépêtrer. Et surtout, je vais aller voir des gens qui, eux, ont des vibes positives au moment où je me sens prête. Pour faire le plein. Voilà, au moment où je me sens prête à faire le plein et pas des gens qui disent non mais ça va aller, t'inquiète, tu t'en sors tout le temps. Parce que ça, t'as pas envie de l'entendre en fait. Ouais. Genre t'es dans le mal, t'as juste envie de dire bah ouais c'est un connard, bah ouais c'est un connard. Tu veux te faire plaindre et tout, parce que t'as envie d'embrasser l'émotion qui vient à toi. Mais par contre, ne pas devenir victime de ton émotion et complètement asservi à cette émotion, c'est être capable de dire bon là il est temps de relever les manches là, renaître de ses cendres et tout, parce que faut pas que ça dure trop longtemps, sinon tu vas plus rien faire de ta life. Et du coup de remonter le truc, mais juste de les accueillir, de les assumer, d'en parler, parce que par exemple, et c'est là on revient sur la santé mentale, pour moi c'est un truc qui doit s'ouvrir et qui s'ouvre doucement mais sûrement, c'est de parler de ces moments de down. Je le fais... Des fois, je poste des petits Instagram IGTV audio où je m'enregistre comme un podcast et je partage une émotion sur un sujet. Et puis, tu sais, c'est symptomatique. Je le poste même pas dans mon feed tellement j'ai pas... En fait, je le fais, mais j'ai pas envie que trop de gens l'écoutent. Mais je l'ai fait depuis cet été. Et en fait, les retours que tu reçois des gens qui disent qu'ils vivent la même émotion que toi, que eux aussi, mais qu'ils ont vécu ci, ils ont le même truc et tout, en fait, ça te donne de la force et ça te remet face à en fait la personne que tu es, qui est pleine de ressources, plein de possibilités, vers la vie qui évidemment n'est pas là pour t'accabler et qu'elle va te porter ailleurs si tu décides de rentrer dans le train, tu vois. Mais aussi d'avoir cet état de pause, de le reconnaître et de ne pas être dans le déni. Moi, je pense que c'est vraiment le truc parce que la société nous pousse à faire semblant, à rejeter ses émotions. Et du coup, en fait, ce qui est horrible, c'est que du coup, elle gangrène et elle s'enfuit et elle ressort d'une manière que tu n'attends pas du tout à un autre moment. Et ça, c'est pas sain. Donc, ouais, être indulgent avec soi-même et laisser le temps qu'il faut, prendre le temps qu'il faut. Et toi, Sakina, comment tu gères tes émotions, quelles qu'elles soient d'ailleurs ? Moi, je dirais que en fait, tout est digne, que l'état de colère, l'état d'être joyeux, légitime, ouais. tout est digne. Effectivement, il faut tout accueillir. Et en fait, il y a quelque chose qui est très subtil, c'est que par exemple, dans l'état de la colère, il y a aussi l'état de bonheur intense. Dans chaque état, chaque émotion qui peut être négative, positive, etc. En fait, c'est vraiment d'avoir de savoir et de comprendre que dans chaque état, il y a quelque chose de sublime à l'intérieur, qu'en fait, tout est digne, en fait. Il faut aller chercher. Et que quand on regarde la profondeur et la force et la puissance de cet état-là, je prends un exemple, moi, il y a quelqu'un que j'admire énormément, c'est Gandhi, quoi. Gandhi, à un moment donné, il a exprimé sa colère, quoi. À un moment donné, il n'a pas dit « non mais c'est bon, quoi, ça suffit », mais il l'a fait dans la paix et il a transformé le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est sorti, il a mené ses manifs, il les a menés dans la paix, mais il a exprimé une colère.
Et l'état de colère peut être aussi créatrice de valeur. Et moi, je trouve que, en tout cas, moi, ce qui m'aide dans ces émotions-là, c'est que j'essaie d'aller retourner le truc et en essayant de trouver qu'est-ce que ça peut construire. Tout à l'heure, je parlais de transformer le poison en élixir ou en remède. C'est comment ce truc peut... Quelle est sa face tu sais, il y a une face sombre et une face positive. C'est comment elle peut... Voilà, c'est comment ça peut servir au final à tout ça. Et moi, je crois beaucoup à la bienveillance, mais à la sévérité bienveillante. Parce qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il ne faut pas être naïf. C'est clair. Et j'aime beaucoup cette expression de sévérité bienveillante parce que c'est vraiment de regarder les choses avec bienveillance, mais vraiment avec aussi recul. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on avance, quoi. On n'est pas... le monde est suffisamment compliqué, il peut être dur pour partir avec des trucs erronés, si j'ose dire. Et moi, du coup, d'avoir cette posture-là, de regarder vraiment dans l'état de la colère, quel est l'état de bonheur permanent ou de bonheur, je ne sais pas quoi, comment je peux vraiment transformer tout ça, c'est assez intéressant. On parlait de santé mentale avec Irène, c'est vrai que c'est un débat qui monopolise beaucoup d'attention. On parle beaucoup de self-care, de l'importance de s'accorder des moments vraiment pour soi. Déjà, quel regard tu portes, Irène, toi, sur ces questions sociétales-là, et comment toi, tu arrives à l'appliquer à ta propre vie au quotidien? Donc, je le disais un petit peu dans la réponse d'avant, c'est vrai que pour moi, c'est un débat qui doit être ouvert et et les gens ne doivent plus avoir peur de partager leurs émotions et En fait, tu deviens vulnérable quand tu partages. Tu te dis qu'en gros, tu donnes de la matière à madame ou monsieur X pour potentiellement avoir quelque chose sur toi et donc t'atteindre. Et en fait, je pense qu'il faut accepter sa vulnérabilité et en plus, ce qui est fou, c'est qu'on est tous pareils. C'est-à-dire que tu peux être top CEO, top milliardaire, top modèle et tout. On vit tous ces mêmes vagues émotionnelles. Et en fait, c'est juste le contexte qui change, c'est tout. Et on les accueille tous de la même façon. Donc, pour moi, déjà, en parler, c'est le premier truc. Partager sa vulnérabilité. Et je trouve que c'est vraiment en phase avec l'époque dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'on voit que dans l'émergence des influenceurs, enfin blogueurs, youtubeurs, etc. Tu sens que ceux qui créent le plus d'engagement, c'est ceux qui sont le plus naturels et authentiques dans le partage des émotions qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc moi, ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça rassemble les gens, que ça permet de te sentir moins seul. Parce que, en fait, finalement, c'est un truc con, mais par exemple, tu vis une rupture, ton monde s'écroule, tu vois, par exemple. Et en fait, tout le monde vit des ruptures. C'est-à-dire que c'est un truc universel, tout le monde vit des ruptures, mais tu as toujours l'impression que toi, le monde s'est écroulé, tu vois, c'est différent. Non, en fait. Et du coup, tu vas trouver plein de gens qui auront peut-être vécu les mêmes choses que toi, à qui ça va te faire du bien de partager ça. Et finalement, oui, tu vas te mettre un peu à nu, mais la personne va aussi se mettre en face de toi un peu à nu. Et finalement, ça va te permettre de relativiser un petit peu la situation et de te dire, non, mais en fait, ça l'a rendue forte. Moi aussi, je sens, en fait, ça me rend un peu plus forte. Et puis en fait, finalement, tu désacralises le truc parce qu'on sacralise tout ce qui nous arrive comme si on était le petit truc unique de l'univers, alors qu'en fait, juste, on est une grande communauté de gens qui sont pareils, en fait. Et du coup, il faut juste mettre un peu l'ego, tu vois, de côté et profiter de cette communauté, de cet espace d'échange que nous offre l'Internet ou les rencontres en physique via des talks, via des conférences auxquelles tu peux assister pour aller justement creuser du perso, mais en collectif. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est hyper important d'utilité publique et actuelle sur le sujet de la santé mentale, parce que quand tu restes dans ton coin à t'auto-analyser 24 heures sur 24, tu peux devenir fou aussi, en fait. Donc, et puis après, il y a des gens... Moi, j'ai jamais fait de psy parce que du coup, j'essaye de parler, mais c'est vrai que des gens qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils sont pétrifiés par l'idée de partager leurs émotions à des proches, aller voir quelqu'un que tu ne connais pas pour parler est aussi une option, tu vois. Why not? Mais pour moi, parler, c'est la clé. C'est sortir le truc, quoi. Il est plus coincé quelque part dans ton corps. Verbaliser les choses, et sortir le truc. Et en plus, quand tu le sors, tu le rends réel et tout d'un coup, presque c'est un peu moins un problème que quand il était encore coincé, en fait. J'ai l'impression. Déjà, en fait, le fait même qu'il sorte de ta bouche, c'est qu'il sort. Enfin, tu vois, il s'en va du cœur ou de la tête et il sort. Donc en fait, il est déjà moins grave que quand il n'était pas encore sorti. Enfin, j'ai l'impression. Ouais.
Et toi, Sakina, toutes ces questions de self-care, etc., qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, j'ai ce sentiment qu'on est tous tellement liés les uns les autres, hein, qu'on a, enfin là, depuis tout à l'heure, on se parle, tu dis plein de choses. Moi, je me sens tellement liée à toi alors qu'on ne se connaît pas, que ça fait, allez, à peine 1h30 qu'on se rencontre, etc. Et j'ai ce sentiment que ce moment qui existe, et il a de force que parce que j'accorde de l'importance à ce que tu dis, que parce que tu me le dis d'une manière sincère, depuis tout à l'heure, avant de se mettre sur ce plateau autour de cette table, on a échangé entre deux êtres humains, et j'ai trouvé que cette espèce d'approche qui est tellement sincère, eh bien, ça pousse l'autre à l'être aussi. Tu sais, je pense à cette image de quand on est dans le métro et qu'on sait de retenir la porte du métro à l'autre. Eh bien, tout le monde se tient la porte du métro, etc. Pour que tout le monde... Génial. Moi, je trouve que c'est un acte qui montre vraiment, ça paraît tout con, mais ça montre aussi cette force d'humanité de solidarité qu'on a entre nous. Et pour aller un peu plus loin, moi j'ai un vrai souci, donc je suis contente de te le partager. Vas-y, partage. On est là pour ça. Allez, on est entre nous. Et alors moi là, par exemple, j'ai vraiment du mal avec les réseaux sociaux, quoi. Et sur Instagram, j'ai un Insta, et franchement, je suis tellement... Je suis irrégulière. On s'en fout, oui, mais ça, tu peux le faire spontanément. Il n'y a pas besoin de... Mais il y a des fois où je reviens au bout d'une semaine en disant, mais là, je pouvais pas, quoi. Mais c'est pas grave. J'avais pas envie de parler. J'avais pas envie. Et moi, ce qui me rend malheureuse, c'est parce que j'ai ce sentiment. Attention, hein, je respecte chaque personne, quoi. Mais quand je vais sur Instagram, je poste un truc pendant, mais je t'assure, hein, mais pendant 1h30, je suis le nombril du monde, quoi. C'est-à-dire, je regarde combien de personnes ont liké, combien de personnes ont aimé. Si j'en ai pas eu assez, je suis là, je suis limite. Et j'oublie mon sport. Le sport mental, non, j'ai pas envie de le détruire, ce sport mental, de cette espèce de régénérance, de résilience, etc. Mais tout d'un coup, il y a une espèce de, je dirais que en fait, mon petit ego, mon tout petit ego prend la force. Et alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment au service du grand ego. C'est-à-dire que ce grand ego, c'est collectif. Mais en fait, je n'arrive pas à gérer. Et je sais qu'il y a des choses intenses parce que j'ai regardé des vidéos. J'aime bien regarder les vidéos de petits chats comme tout le monde. J'en peux plus. Ça, on adore. Je trouve ça canon et je crois qu'on est tous pareils. Bien sûr. Mais j'ai cette impression. Tu as parlé d'un truc tout à l'heure, mais qui fait écho. C'est qu'effectivement, en France, on est dans ce truc un peu, je dirais pas narco, un peu cynique. Voilà, t'as dit cynique. Et je crois que je suis encore je suis quand même profondément française, en fait. C'est ma French touch à moi, parce que j'ai toujours ce côté, mais putain, mais ça me fait chier. Mais justement, cette conversation va être diffusée sur les réseaux sociaux, donc ça va peut-être te réconcilier avec ça. Mais je pense que pardon. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme l'évolution, quelle qu'elle soit dans une époque, tu vois. Elle amène son lot de trucs fantastiques, mais elle amène aussi son lot de choses qu'il va falloir améliorer, parce que toute innovation commence par une réponse à une problématique et amène une solution, mais on se rend compte du coup qu'elle amène aussi plein de petits problèmes. Attends. Et vas-y. Non, mais vas-y, tu as ta pensée. Mais non, mais en fait... vraiment, c'est pour venir un peu dans ton sens et casser un peu le mien, ce que je venais de dire. Mais casse pas ce que tu as dit, parce que sinon, c'est intéressant. Plein de gens ressentent ce que tu as dit, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Mais en fait, il y a un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. Donc voilà, moi j'ai sorti ma collection, j'ai sorti une série de pulls, blablabla. Et tout d'un coup, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que j'ai réalisé un truc, mais que je trouve fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sors un pull, et ben, s'il n'est pas inclusif, enfin le prix, j'entends, et ben, c'est même pas la peine. Et moi, je l'ai vu parce que tout d'un coup, grâce aux réseaux sociaux, voilà, j'ai eu un retour direct, alors qu'avant, j'avais des espèces de représentants de ma marque entre le magasin, l'acheteur, le distributeur, enfin bon bref. Et du coup, je les rencontré jamais, des intermédiaires. Ce côté instantané, et là, super. mais c'est merveilleux en fait. Et c'est génial parce que j'ai compris tout de suite. Et ben, du coup, je vais travailler. Merci. Donc du coup, merci. Mais non, mais en même temps, ce que tu dis est partagé par énormément de gens, et c'est la bipolarité que tu crées avec ton rapport avec les réseaux, c'est que tu sais tout ce que ça t'apporte, mais tu sais aussi tous les défauts, et c'est, tout à l'heure finalement tu le disais, c'est la manière dont tu reçois les choses qui change. C'est-à-dire que si tu décides de shifter tout ce qui te dérange dessus et de faire ce travail, comme tu disais, en disant tu reformules, tu repenses et tout,
En fait, il n'y a que la façon dont tu réceptionnes les choses qui est un problème. Et aussi, ce que tu décides de... Tu vois, par exemple, moi, je sais que sur Instagram, je follow énormément de gens. Je follow des gens qui sont artistes, qui sont photographes, des quotes, des trucs qui nourrissent, du coup, mon inspiration. Parce que, je prends pas assez de temps pour aller au musée, j'aimerais lire plus, je lis pas assez. Du coup, je me dis, je vais aller suivre des activistes, des gens que je trouve inspirants. Inscris-toi dans un book club. Ah ouais? Carrément. Non, mais alors là, c'est grand écart. Genre, moi, dans un book club. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Non, mais c'est canon. Moi, je sortirais de ma zone de confort, mais pourquoi pas? C'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, que ça te permet de piocher toutes sortes En fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ouais. dit, genre, comme Insta fait partie des trucs sur lesquels je passe le plus de temps, comme beaucoup de gens de ma génération, ce qui est terrible, du coup, je vais follow et suivre que des trucs smart, enfin, un peu intéressants, qui vont nourrir à la fois ma créativité, ma recherche. Même, c'est con, mais des fois, je bookmark des quotes que je trouve vraiment très justes et très pertinentes, pas juste des quotes de merde, tu vois. Y a à boire et à manger. Voilà. Et des fois, le fait de juste les revoir et les relire, ça m'aide dans mon mood, ça m'aide dans mon truc et tout. Et du coup, je pense qu'il faut prendre l'outil et en faire ce que tu as envie d'en faire. Bien sûr. Et si tu considères que l'outil, et pour moi, je trouve que c'est fantastique quand on a une marque, parce que bon, j'ai un média, mais je le considère comme une marque média, c'est le canal numéro 1 de contact avec ton consommateur. C'est le canal de sondage, le canal de discussion. Même moi, des fois, on me remet à ma place. Et j'adore ça parce que... Ça fait grandir. Et ma communauté, elle est hyper engagée, hyper conscious aussi. Et l'inclusivité, bon, de toute façon, nous, ça fait partie de notre dada aussi. Mais c'est vrai que des fois, tu te rends pas compte. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Enfin, il y a des gens auxquels tu n'as pas pensé. Il y a des trucs. Et en fait, il y a toujours quelqu'un pour venir te tacler sur le truc. Et en fait, mais moi, je sais que des fois, je prends la main sur ma CM qui gère le compte Paulette, parce que j'ai le compte aussi, moi. Et je dis, attends, je vais lui répondre, tu vois. Et en fait, j'envoie un DM à la meuf et je vais lui dire, genre, mais merci pour ton commentaire. Ça t'aide à t'améliorer. C'est trop bien, ça va nous faire grandir. Effectivement, on n'avait pas pensé à ça, mais tu as trop raison. On va supprimer cette quote. Elle n'est pas assez inclusive dans ce qu'elle dit. Et effectivement, elle pouvait mal être interprétée. Enfin, genre, merci en fait. Et pour moi, c'est une école en fait, les réseaux. Ouais. C'est la cour d'école. Donc il y a les haters, il y a les trolls, il y a les gens qui sont fans de toi. Enfin, t'as tout en fait. Mais à toi de mettre l'éthique. En fait, t'as le monde entier dans ton salon quoi, ou dans ta cuisine. À toi de mettre l'éthique que tu as envie de mettre avec ton utilisation. Et puis ouais, voilà, c'est tout. Mais par contre, pas aller. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont peut-être à se dire, bah tiens, moi je vais pas sur les réseaux. Et pourtant, je suis dans un métier d'image et de marque et tout. Il y a une pression. Je me dis, en fait, c'est un choix et il faut l'assumer pleinement, mais en fait, il faut vivre dans son époque aussi, tu vois. Il y a un moment donné, c'est là où les gens décident de se rassembler, de partager leurs émotions, de partager leurs passions et tout. C'est dommage de ne pas aller sur ce territoire-là, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat, je trouve, puisque c'est le meilleur canal de connexion qui soit, avec aussi les rencontres en physique qui sont fantastiques. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment ce côté, mais direct humain. C'est-à-dire, c'est contact, mais direct. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je te dis, l'exemple que je donnais tout à l'heure, qui était pour moi un peu le contre-exemple pour montrer quand même que, effectivement, c'est quand même canon, quoi. Et c'est qu'à un moment donné, ce que toi, t'as mis pendant, je sais pas moi, 3 ou 4 collections, saisons, 4 saisons, ça fait, c'est beaucoup quand même. Et bien, tout d'un coup, mais un post, 2 posts, 3 posts, mais c'est quoi, 2 jours, mais tu as tout compris, quoi. Et ça, c'est génial. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément démocratique aussi là-dedans. Bien sûr, et moi, c'est cette le peuple. notion le monde s'exprime, de démocratie, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de hyper important aujourd'hui. Et, par exemple, moi, j'ai fait un manifeste qui s'appelle la mode éclairée, parce que, je dis plus mode éthique, mais je dis mode éclairée. C'est beau, mode éclairée, j'adore. Mode éclairée parce que je trouve qu'on est, en France, c'est le pays du siècle des Lumières. Et je trouve que c'est vraiment, il faut T'as labellisé ce l'ancien truc, parce monde. que c'est pas mal, hein. Oui, mais moi, je le partage. Moi, c'est open source. Moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça que je trouve intéressant aussi sur Internet et dans les réseaux sociaux. C'est la générosité et le partage. Je le partage. Tu le prends, il est à toi. Je l'offre. Il est à nous tous, il est à nous tous. Hashtag mode éclairé. Mais sur cette notion de mode éclairé, c'est vraiment très important parce que moi, je trouve que l'ancien monde, pour moi, l'ancien monde, c'est cette manière de se dire qu'on est capable de se dire, je vais m'acheter, attention, il ne faut pas faire culpabiliser les gens, hein, mais de se dire, voilà, on achète un pantalon à 10 balles, mais derrière, on a quand même une nana, mais qui le paye super cher. C'est pas cher quand tu l'achètes, mais c'est cher finalement pour... Et je trouve que c'est important d'éclairer sur la supply chain. Sur la chaîne de valeur, pardon, et éclairer, parce que je trouve que c'est l'ancien monde, en fait, cette manière de faire, et on est dans l'obscurantisme. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est vraiment d'être dans c'est ça, c'est la magie, voilà. Et d'être dans tout le travail que les journalistes réseaux sociaux font pour aller éclairer sur des causes, sur des sujets, les reportages finalement qui s'improvisent.
exclusivement dédiés aux réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est là qu'ils vont toucher le max de gens. Puis d'un coup, tu as quand même les ateliers, enfin en ce qui me concerne moi, les ouvrières, mais qui prennent la parole. Moi, je pense à Fashion Revolution, quand Lorana Plaza est tombée, tu as des femmes magnifiques qui sont dans leurs ateliers au Bangladesh ou à l'autre bout du monde, mais qui disent voilà, c'est moi qui ai fait vos vêtements. Bien sûr, les réseaux c'est sociaux. fantastique. Merci. Ouais. Merci à toutes les deux. Eh ben, merci pour cette conversation hyper enrichissante. Merci à toutes les deux pour tous vos conseils, toutes vos expériences. C'était hyper intéressant. Merci à toi. Ouais.